c'est compliqué en ce moment. Je vous propose de laisser derrière vous les tensions de la journée, la fatigue accumulée, pour ouvrir pendant ces 2 heures de direct un espace de dialogue, d'échange chaleureux avec d'autres auditeurs autour de thèmes que vous aurez choisis. Asiba et Justin vous attendent au 39 21, ainsi que Michael Sanchez qui réalise l'émission. Et à tout moment, vous pouvez nous faire parvenir vos commentaires par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS en écrivant d'abord le mot nuit, puis votre message que vous envoyez au 7 21 21. Un petit message d'ailleurs de Christelle du 76 qui voulait remercier un ami, c'est Youssef qui lui a fait découvrir cette émission. Eh bien merci à Youssef. Voilà, c'est vrai que cette émission a beaucoup fonctionné grâce aux bouches à oreilles depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, et je vous en remercie d'ailleurs. Europe 1, Caroline Dublanche. Alors avant de donner la parole à Ambre, j'ai reçu un courriel de Celsius, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais peu importe d'ailleurs, que je voulais vous soumettre parce que ça m'a interpellée, qui me dit: j'attends encore et toujours le jour où quelque problème psychologique va me tomber sur le nez pour prendre contact avec vous, chère Caroline, car vous allez droit au but, sans détour, parfois sans pitié, et proposez parfois des astuces d'une telle simplicité pour décrocher d'une phobie ou d'une obsession. J'espère néanmoins ne pas faire partie d'un petit club de bienheureux, mais d'une majorité de citoyens suffisamment forts pour éponger aussi lestement que faire se peut les revers de la vie. Je ne sais pourquoi j'écoute chaque soir votre émission, vu que je ne me sens jamais concernée. Je précise que le jamais est en majuscule. Peut-être est-ce pour me conforter dans mon sentiment de confiance en moi-même et en les autres. Ma question: pensez-vous que les gens heureux et cool tiennent le coup grâce à une volonté farouche d'autodéfense? Estimez-vous que les personnes qui vous appellent représentent plutôt une majorité de la population française ou seulement un groupe de personnes particulièrement sensibles? Alors, je vous le lis parce que je trouve les questions posées intéressantes et je me disais qu'il y en a certainement parmi vous qui êtes à l'écoute qui peuvent se reconnaître dans ce courriel, et peut-être parce que vous écoutez l'émission et que vous n'avez jamais appelé, et justement je me dis pourquoi vous écoutez, et peut-être justement ce soir appelez-moi au 39 21 pour me dire, parce que vous me direz, vous n'avez pas, vous, de choses en particulier à témoigner, vous ne voulez pas prendre la place. Je l'entends parfois dans vos courriers ou dans vos messages de quelqu'un qui me dit: vous êtes en souffrance, et donc vous ne voulez pas, vous le dites, mobiliser du temps. Mais appelez-moi peut-être pour me dire pourquoi vous écoutez l'émission alors que, en fait, vous, ça va plutôt bien dans votre vie. Mais si vous avez envie de réagir à ce mail, moi je répondrai à certaines des questions posées, mais plus tard, parce que je veux pas vous influencer. Si vous avez envie d'y réagir, 7 21 21 avec le mot nuit, ou les courriels sur le site europe1.fr. Allez, tout de suite on accueille Ambre. Bonsoir Ambre. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Écoutez, je vous téléphone pour reprendre le problème que j'ai soumis à votre collaboratrice, mais je pense tout d'abord à vous dire que ma réaction sur le mail que vous venez de lire, c'est que je pense qu'on a peut-être une très 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 grande pudeur à téléphoner et à parler comme ça de ces problèmes, mais je pense pas qu'un être humain peut traverser une vie en étant heureux de la naissance à la mort. C'est impossible, on arrive tous avec des aléas, des valises bien pleines. Alors, je pense que simplement la radio est un vecteur qui peut ne pas correspondre à tout le monde. Voilà. Et quand il dit que cette personne n'est jamais concernée, je pense quand même que c'est assez... Enfin, je pense que c'est pas tout à fait vrai, mais qu'elle téléphone pas parce que c'est pas son truc. Voilà.
et qu'elle écoute parce que nous sommes tous des êtres humains et que toutes les souffrances peuvent être, ou les joies peuvent être en général assez universelles, ont des dimensions universelles malgré la spécificité des problèmes, mais je pense que chacun s'y reconnaît et que il y a des moments où on est très heureux, on n'a pas envie de décrocher, et puis le fait de décrocher, c'est quand même quelque chose d'assez audacieux. Enfin, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, et puis on peut reconnaître sa voix, et puis on peut... Puis voilà, je pense que... Je pense pas que ces personnes ne se sentent jamais concernées. Vous savez, tout ce qui est humain nous concerne. Et tout le monde ne peut pas traverser la vie comme ça... tel un ange sur un miroir et flottant, oui. C'est impossible. C'est vrai que ça m'a interpellée, ce côté jamais concerné, parce que je trouve que dans forcément, il y a forcément un moment donné ou un autre, une histoire qui va faire écho, et pour moi également, je parle aussi en mon nom, une histoire qui va résonner en nous, enfin un vécu, quelque chose qui nous est proche, parce que les thèmes qui sont abordés sont des thèmes qui nous concernent. Enfin, on parlait hier de la perte le deuil, la perte d'un conjoint, d'un être aimé. Enfin, qui n'est pas concerné par ça? Alors peut-être que on ne l'a pas encore vécu, et bon, tant mieux. Mais à un moment, on va être malheureusement amené à le vivre. Le couple, l'amour, la séparation, il y a beaucoup de thèmes. Mais je pense que peut-être qu'il faut le prendre au deuxième degré. Et je pense que c'est un côté un peu de dérision, c'est-à-dire que je pense pas qu'il faille le prendre au pied de la lettre. Il est très intéressant, ce courrier. Mais c'est pour ça que je vous le lis, parce que je l'ai pris. Non, mais je sens pas. Je le sens pas du tout comme un. Il y a beaucoup d'interrogations derrière, finalement. Je sens. Il y a beaucoup d'interrogations et au fond, par rapport à la question, pensez-vous que les gens heureux et cool tiennent le coup grâce à une volonté farouche d'autodéfense? J'irais plutôt peut-être avec une attitude d'un peu défensive. Oui, tout à fait. C'est ce qui est un peu différent, avec un système un peu de défense comme pour se protéger. Mais pourquoi pas, après tout, la vie est rude et dure, et on sait bien en ce moment, donc on a le droit de se protéger. Et je pense pas que les gens qui coulent et qui baissent les bras aient moins de volonté que les autres. Enfin, je pense qu'on est tous sur la même galère, et on fait vraiment ce qu'on peut, et on se débat tous. Mais c'est vrai que de la même façon que nous ne sommes pas égaux physiquement, nous ne sommes pas non plus égaux psychiquement. Et sûr. Que face aux épreuves, certains vont réagir de façon avec une parfois peuvent effectivement véritablement s'effondrer. Et d'ailleurs, ceux qui parfois disent, ceux qui affichent certains, je parle pas du cas du mail, parce que je ne sens pas ça dans ce mail, je sens pas la dimension du mépris, mais on entend parfois, et moi je l'entends, et beaucoup de psys d'ailleurs, qui font ce métier-là, on entend beaucoup dans nos métiers dire: oh, mais comment tu peux faire ce métier, comment tu peux entendre autant de souffrance? Alors parfois c'est dit avec de l'empathie, parfois il y a du mépris derrière ça, dire: oh là là, mais enfin tous ces gens désespérés, dire en gros c'est pas pour moi, ça ne me concerne pas derrière tout ça. Moi, je ne peux pas être concernée par tout ça. Bien, ces personnes-là, si le jour où parfois il leur arrive une épreuve, quelque chose de lourd, ce sont parfois celles qui vont s'effondrer le plus gravement, parce qu'elles ont un système défensif tellement fort que quand la digue pète, excusez-moi d'être un peu familière, là le torrent s'engouffre, et là il n'y a plus rien qui l'arrête. Donc alors
parfois quand c'est un petit peu plus souple et que ça laisse passer des émotions et telles que la tristesse, mais que ça peut s'exprimer, que ça peut, vous voyez, c'est plus souple et donc on peut travailler dessus. Bien Alors sûr. que quand c'est vraiment tout fermé et que ça se fissure et puis que ça, vous voyez, quelque chose de plus souple, ça peut un peu se fissurer, mais ça, voilà, il y a des jours c'est bétonné, il y a des gens c'est tellement bétonné qu'à un moment ça craque et quand ça craque, Il faut fendre l'armure. Et oui, de toute façon, l'armure, elle se fend par les aléas de la vie. De toute façon, mais enfin, c'était inattendu comme préambule. Votre lecture était tout à fait inattendue par rapport à, oui, à mon... pardonnez-moi. Oui, par rapport... Mais je suis très touchée, moi, que vous preniez la peine de réagir là-dessus. Vous voyez, ça veut dire que... C'était très inattendu parce que en fait, si vous voulez... je m'interrogeais sur parce que 90 ou 95% de vos appels ce sont toujours des êtres en souffrance sur des relations amoureuses qui n'arrivent pas, qui capotent, qui sont douloureuses. Bon, moi je n'arrive pas non plus je n'arrive pas à trouver, si vous voulez, une espèce de solution entre guillemets suffisante pour avoir des relations amoureuses pacifiées, intéressantes et sur le long terme. Vous savez, on peut un peu s'épanouir dans sa vie professionnelle, on peut s'épanouir dans l'amitié, et moi dans l'amour j'y arrive pas, parce que j'induis toujours une relation de force, et je suis évidemment du mauvais côté du rapport de force. Donc j'ai 2 mariages ratés, je voudrais en commencer un 3e dans ma tête ou pas, mais si vous voulez me dire, mais... Donc j'ai vu une psychothérapeute pendant longtemps qui m'a dit, mais comme vous êtes faite, il y a des déterminismes qui vont faire que vous allez faire une 3e erreur et que votre inconscient va chercher quelqu'un qui va vous dominer, alors que ça m'est insupportable, mais je ne sais pas mettre une relation d'égalité dans mes mariages. Mes maris prennent les dessus très vite sur moi. Et ça m'est, évidemment, ça occasionne séparation, souffrance, divorce, et j'arrive pas à sortir de cette espèce de nœud inextricable de ce rapport, de cette souffrance, du fait que il y a rien comme ça sur le papier qui fait que c'est une fatalité, vous voyez, et je n'y arrive pas. Alors, y a-t-il un déterminisme qui va me pousser vers une 3e erreur, alors que je ne la souhaite pas, alors que je souhaite connaître quelque chose d'intéressant et j'arrive pas, voilà. Et je voulais, c'était vraiment une question fondamentale sur comment s'articule une relation et comment s'articule un rapport de force dans la vie, parce que moi je pêche là-dessus, voilà, et j'en sors pas. Alors, il y a pas de déterminisme à proprement parler. Parce que sinon, ça voudrait dire que ce serait dans vos gènes que... En fait, c'est ce que je voulais subodorer en me disant c'est inscrit dans mon noyau dur, oui. Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire que vous n'êtes pas programmé. Une reproduction familiale, un peu. Voilà, il y a quelque chose dans ce nœud inextricable dont vous nous parlez, alors vous le dites là, d'une reproduction, d'une répétition d'un schéma qui est bien connu de vous, d'un schéma familial. Oui. Où vous placez d'une certaine façon, où vous allez vers des hommes qui adoptent telle position, plutôt une position dominante par rapport à vous, et où vous êtes, vous, et très vite, oui, certainement, mais les fondements de la relation amoureuse se mettent en place très tôt, hein. Se mettent très tôt dans la relation, hein. Oui. Ça se met souvent dès les premières semaines. L'échiquier est placé et les pions sont là. Oui. Et on me dit, voyez, mais inverse la situation. Vous imaginez après 20 ans inverser. Enfin, mais qui vous dit inverse? Non, les gens qui, alors les gens autour de moi et puis des psychothérapeutes qui me disaient. Enfin, qui me disent quand je vais la voir, elle me dit bon, maintenant faites un effort, battez-vous, corrigez-vous, rectifiez le tir. Oui, mais alors justement cette thérapeute là, vous faites un travail depuis combien de temps avec elle? 5 ans. D'accord. Et si vous voulez, chaque fois parce que en fait, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus facile
de céder, de dire oui. Dès qu'une bagarre s'amorce, c'est beaucoup plus difficile de dire non et de se battre. Et moi, si vous voulez, j'ai laissé toujours couler parce qu'il fallait se battre, fallait trouver un argumentaire, fallait aller au bout de la dispute pour obtenir quelque chose. Et moi, très vite, je lâche prise. Très vite, dès qu'on se met à crier, ok, d'accord. Et si vous voulez, j'ai péché par ce manque peut-être de volontarisme, d'exigence. Mais ma sœur, vous êtes toute pardonnée. Pardon ? Vous êtes toute pardonnée, ma sœur. Voilà. En fait, c'est... Dans ce grand confessionnal qu'est la libre antenne d'Europe 1. Vous me faites rire en disant le terme « j'ai péché ». Non, c'est-à-dire oui. que... non, ce que je voulais dire, c'est que... Non, mais je vous taquine un peu. C'est ça, non, ce que je voulais dire, c'est que je sais bien que... Comment j'ai induit ça et... Mais qu'est-ce qui... Alors, bon, vous savez, Ambre, 5 ans, ceux qui nous écoutent disent peut-être, ah oui, 5 ans, c'est déjà un long travail de thérapie, mais les conditionnements, c'est très long c'est très long de se défaire d'un conditionnement. Or, je ne sais pas quel âge vous avez, mais 60 ans. Oui, donc il y a toute une histoire qui s'est inscrite en vous, même si tout ce schéma, alors on pourrait se dire, bah oui, mais il est loin le schéma parental, mais il s'est profondément inscrit en vous. Vous avez aussi vos propres relations de couple et on ne se défait pas aussi facilement d'un certain type de fonctionnement, de la façon dont vous vous situez en tant que femme. Certainement aussi que vous trouvez des avantages à ces hommes-là. Parce que au fond, il y a des côtés qui vous font souffrir, mais il y a aussi certainement des aspects positifs. Les aspects positifs, je les ai trouvés tout au début de la relation, parce que ces êtres-là ils sont aussi autant capables de vous faire souffrir que de vous aimer grandement. Parce que, vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont très 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 aimants au début. Très, très, très aimant et d'une façon... tout de suite ils m'aiment, tout de suite ils m'épousent. Alors qu'autour de soi, si vous voulez, vous voyez des jeunes gens, qui galèrent, qui ont 35, 40, 45 ans, qui sont seuls. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ils m'aiment terriblement, ils m'épousent très vite. Et c'est cette rapidité-là qui m'a un petit peu endormie. Parce que sûr de l'amour que j'inspirais, si vous voulez, je n'ai pas été vigilante et d'une manière subreptice, si vous voulez, je me suis enfilée dans leurs chaussures et j'ai fait ce qu'ils ont voulu eux très vite parce que il y avait cette espèce de, si vous voulez, de mariage et d'amour qui était très concomitant et qui faisait que peut-être je leur en étais très reconnaissante. Et alors, la concession, vous comprenez ce mot concession, si vous voulez, pour moi, c'est la concession, quand on concède quelque chose, c'est le début de la frustration, parce que plus vous concédez, plus vous perdez ce que vous êtes, votre âme, votre spécificité, et c'est cette espèce de petit mur qui s'érige. Une concession, c'est la brique d'un mur qui va s'ériger, un mur de frustration, d'incompréhension, d'incommunicabilité, et très vite, je marchais dans leurs chaussures, et puis voilà, sans plus. C'est-à-dire que, vous voyez... Mais il y a un côté très rassurant, parce qu'au fond, finalement, en marchant, c'est même pas dans les pas de l'autre, c'est dans leurs chaussures. Carrément, oui, carrément. On n'a pas à décider de sa vie. Il y a quelqu'un qui décide pour nous, comme quand on était enfant. Oui, mais par ailleurs... il y a toujours... Non, mais par ailleurs... Il y a toujours des contraintes. Mais c'était pas sur des décisions importantes de la vie. C'était sur des détails. C'est ça le problème, c'est les décisions importantes de la vie. Je suis pas démunie. Sur les décisions importantes, je savais faire face. Mais c'était sur la manière avec laquelle le quotidien allait se gérer.
mais qui était insupportable. Alors finalement, vous dites aussi, ce qui vous rassure, c'est que ces hommes-là, tout de suite, vous témoignent leur amour, vous le témoignent en vous épousant, oui, et vous leur en êtes reconnaissante. Oui. C'est intéressant ce terme. Comme si... c'est étrange dans une relation amoureuse entre un homme et une femme, d'être reconnaissante de l'amour de l'autre. Mais c'est-à-dire que j'ai jamais eu à attendre le fait, est-ce que tu comptes m'épouser, comme beaucoup de jeunes filles peuvent attendre à 20 ans, 22 ans, parce qu'ils se décident pas, parce que il a peur, parce que... Non, mais peut-être à ce moment-là. Après, je comprends, il y a une question générationnelle. Oui, je comprends votre génération, mais aujourd'hui, après tout. Je me suis remariée à 42 ans. Oui. Je me suis remariée très très vite aussi. Vous voyez, très très vite. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que ça serait si important ? Et voilà, parce que je pense toujours que c'est une preuve d'amour. Alors que ces hommes m'ont fait beaucoup pleurer, beaucoup souffrir, beaucoup abandonner. Et par rapport à votre modèle familial, qu'est-ce que la thérapie vous a appris ? Que je reproduisais... Mais c'est-à-dire ? Le rapport de force, ça c'est sûr que... ma mère était comme moi, enfin c'est sûr, mon père avait une personnalité terrible, ma mère avait une personnalité très brillante et très intelligente, mais elle ne savait pas, je vais vous employer une terminologie d'aujourd'hui, elle ne savait pas se vendre comme moi, et elle ne savait pas se mettre en valeur, et c'est dommage, parce que tout ce que j'ai appris d'elle et tout ce qu'elle nous a enseigné, je l'ai appris par son bon sens, son intelligence, sa culture, mais si vous voulez, elle était happée dans le quotidien par une personnalité 10 fois plus forte, et bon, elle n'y a pas trouvé son compte. Elle n'a jamais trouvé son compte dans ce mariage-là, et alors que dommage, ces deux personnalités formidables auraient pu se compléter et être heureuses, parce que chacun apportait à l'autre ce qu'il n'avait pas. Et j'ai eu un père et une mère avec des personnalités vraiment fabuleuses, mais j'ai vu une mère malheureuse, voilà, une mère soumise. Et voilà, c'est ça qui est un peu dommage, parce que j'ai vu une mère malheureuse, une mère souffrir, une mère pleurer, etc. Et c'est ce que j'ai fait un peu subir à mes enfants, malheureusement. Malheureusement, et parce que... Mais vous n'avez jamais vécu seule, finalement ? Jamais. Ah, vous avez tout à fait raison. Je me suis mais on l'entend, dans le jamais, on sent... Ça non, paraît... c'est-à-dire, non. J'ai quitté mon père, oui, très vite à 20 ans. Oui. Et vous ne l'envisagez pas, parce que vous me dites, là, deuxième mariage, peut-être troisième, vous n'envisagez pas une perspective, une phase un peu, où vous seriez un peu seule ? Et c'est la terreur. Ben oui, mais voilà, pourquoi ? C'est exactement ça. Parce qu'il faut toujours l'amour d'un homme, là. La béquille, oui. Mais oui, mais pourquoi ce besoin ? C'est ça. C'est-à-dire c'est dire, c'est cet homme qui vous aime et qui vous épouse et finalement merci, quoi. C'est ça. C'est cette reconnaissance. En fait, c'est exactement ça. Lui en être reconnaissante, mais de quoi ? Attendez, il vous aime, il vous demande en mariage. Bon, c'est qu'il y trouve son compte aussi. Enfin, c'est qu'il en a envie, c'est qu'il en a le désir. C'est même pas qu'il y trouve son compte, c'est qu'il en a le désir. Oui. Et puis que peut-être lui aussi est dans quelque chose. Bon, il y a une question de génération, mais peut-être qu'aussi il y a aussi là quelque chose de l'ordre du pouvoir. Il veut que vous soyez sa femme. Si on va un peu chercher plus loin aussi, puisque vous n'y voyez, il y a ce côté. On peut aussi aller. Dans ce sens-là. Alors, et vous, là, vous en êtes éperdu de reconnaissance. Mais, alors, peut-être qu'il y aurait une phase à travailler chez vous qui serait un peu un apprentissage d'autonomie, c'est-à-dire d'être un peu apprendre à être seul avec vous-même, déjà. Oui, c'est sûr. Oui, parce que on sent tellement une personnalité riche quand on le peu qu'on entend de vous, le peu qu'on entend de ce que vous dites, on se dit pourquoi besoin d'une telle béquille. Et je suis pas en train de vous dire ils me l'ont jamais dit, ça. Comment ? Ils ne me l'ont jamais dit. Ils m'ont toujours un petit peu dégradée et dépréciée. Ils me l'ont jamais dit, ça.
Oui, mais parce que vous-même après c'est vous. Je pense que vous mettez dans une situation où, enfin, vous voyez, il y a un équilibre dans le déséquilibre. Il y a quelque chose où vous, je pense que au fond, oui, vous perdez pied. C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes en couple, vous vous dépersonnalisez. Tout à fait. Donc, oui, et peut-être que finalement d'être un peu seul. Alors, je vous dis pas que ça serait un but en soi, hein. C'est-à-dire que je vous dis pas d'être dans un parcours maintenant de célibat, mais de faire cette expérience un peu, et que vous découvririez certainement en vous des ressources et un potentiel que vous n'imaginez pas, et qui vous permettrait certainement de prendre confiance en vous. Et qui pourrait vous permettre d'envisager une relation autre et certainement plus équitable avec un homme, parce que vous vous sentiriez moins, vous seriez moins dans la dépendance. C'est-à-dire que vous seriez aimé, vous aimeriez, mais vous ne seriez plus dans ce besoin à tout prix de l'autre et de son amour. Vous seriez dans le désir et pas dans le besoin. De ce regard, c'est quelque chose complètement différent. Ah ben ça change complètement tout. Oui, ça change le regard. Oui, ça change la perception. Et d'ailleurs, vous savez, c'est là où cette phase, on dit souvent, enfin, quand on le peut, cette phase d'apprentissage. Bon, mais après il y a une question générationnelle où avant, c'est vrai qu'on quittait, on partait de chez ses parents pour s'installer pour s'installer en couple. Pour quitter son père pour son mari. Mais exactement. Et bon, voilà, les femmes passaient elles n'arrivaient jamais au fond elles n'arrivaient à cette autonomie, elles n'arrivaient jamais. C'est pas vrai de dire ça, parce qu'il y a toujours eu, il y a toujours eu cette possibilité, mais c'était compliqué, parce que c'est vrai, vous résumez bien, passer de son père à son mari, cette tutelle, au fond. Et puis la majorité de s'affranchir de la tutelle. Ans. Oui. Donc il fallait déjà braver, demander l'autorisation de ses parents pour se marier. Bon, il fallait déjà avoir une personnalité d'une forme de rébellion comme ça, qui n'existe pas forcément chez tout le monde. Et bon, et c'était plus facile de partir avec un assentiment, mais aller demander un studio, une chambre, alors que vos parents pouvaient vous loger. Enfin, c'était quelque chose qui ne m'a même pas traversé l'esprit. D'abord, je connaissais la réponse, et puis je crois que je n'en avais aucune envie. Allez, quelques messages pour conclure. Il y a Prune qui dit « Apprenez à vivre seul, Ambre. Le mariage est pour vous une bouée. » Et puis Laurent qui dit « À force de chercher une béquille, eh bien vous vous êtes retrouvé avec des marionnettistes. » Oh, c'est joli. Jolie image, hein ? Oui, c'est très joli. Oui, c'est une très jolie image. Oui, tout à fait. Oui. Puis il y a Maëva qui dit « J'ai le même souci. Je ne sais pas dire non. C'est un problème également pour les relations amicales. Et pourtant s'imposer est parfois nécessaire. Courage. » Ah, c'est gentil. Non, pour les relations amicales, c'est super. Pour moi, c'est super. Il y a Jean-Pierre de Marseille, il est plus pragmatique. Il dit, dès l'instant où on parle de couple en termes de rapport de force, autant s'engager dans l'armée. Manque pas d'humour, nos auditeurs. Et non, il faut savoir que dans le couple aussi, il y a des rapports de force. Bien sûr. Hein, évidemment. Et on le voit notamment dès qu'il s'agit des questions autour de la sexualité et autour de l'argent. Hein, souvent, oui, ça apparaît là. Augustine, je comprends ce que vous vivez, Ambre, car j'ai moi-même du mal à me défaire de mes schémas amoureux, ce qui ne m'amène que des échecs. Et c'est très frustrant de ne pas arriver à s'en défaire. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a Pierre, non, il y a Rémi qui dit, en vous écoutant, mon instinct me dit, il vous faut un homme plus jeune. Rémi, qui a adorable. 42 ans, Rémi. Ouais, un peu intéressé, mais bon. Oh, mais ça, c'est adorable, enfin. C'est vrai que vous avez une très jolie voix. Hein. D'ailleurs, il y a Sergio qui dit, oh là là, votre voix, Ambre a la voix de son prénom, elle sent bon, dit Sergio. Oh, c'est vrai que vous avez une très belle voix. Vous avez des auditeurs absolument adorables. Bon, ouais. Écoutez, je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup et de m'avoir prise, surtout en premier. Je travaille très tôt demain. Bon, mais c'est pour ça. C'est pour ça, on a tenu compte. Puis, merci pour tout et merci pour vos explications. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, Ambre.
Phil Collins, Heatwave. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Écoutez, moi j'ai été très très séduite par le message que vous avez lu en début de soirée. Le message de Celsius. Oui, parce que je me pose la même question de temps en temps. Pourquoi est-ce que je vous écoute tous les soirs? Et ça me manque, en fait, quand je vous écoute pas. Oui. Et je crois que j'ai un peu compris, en fait, parce que j'ai pas grand-chose, enfin, j'ai peu de choses à vous raconter de moi. En revanche, j'en apprends tellement sur l'humanité et les autres que ça me passionne, en fait. J'aime les musées, j'aime le cinéma, j'aime lire. Oui. Et j'aime vous écouter. Ça fait un peu partie du même lot, si vous voulez. J'apprends énormément. Et dans la vie, ça m'aide quand même. Même si j'ai pas besoin, mais tout le monde a besoin un peu de savoir comment vivent les autres, je pense. Et je trouve ça passionnant. Il y a toujours des petites choses comme ça qui nous reviennent en mémoire quand on a un vrai souci, un problème. Moi, j'ai réussi jusqu'à présent à les résoudre moi-même. Comme tout le monde, j'en ai eu. Hein. J'ai 68 ans, on vit pas jusqu'à 68 ans sans avoir le moindre petit souci. Oui, évidemment, oui. J'ai été extrêmement heureuse. C'est drôle parce que tout ce qu'Ambre disait, j'ai eu l'inverse. C'est-à-dire que j'ai eu des parents extrêmement différents, mais qui se complétaient parfaitement. J'ai été très heureuse, mais vraiment très heureuse. Enfant, adolescente, mariée, comme elle. Je me suis mariée avant ma majorité à 20 ans, mais parce que j'étais amoureuse. Oui. Et il a fallu m'émanciper parce que... Oui, ça c'est une bonne raison, oui. Absolument, à l'époque on n'avait pas l'autorisation, donc les parents devaient donner leur autorisation. Oui. Et ils l'ont fait avec beaucoup, beaucoup d'amour pour nous. Et puis nous, on était pareils en fait. Mon mari et moi, on ne se ressemblait pas du tout. Mais chacun soutenait l'autre, c'est-à-dire qu'on était dans des branches très différentes. J'avais envie qu'il avance, il avait envie que j'avance. On a eu des enfants, on a avancé ensemble. Hélas, il est mort il y a une douzaine d'années. Et c'est là que je me suis aperçue que je pouvais me débrouiller toute seule. Et que la solitude, finalement, parfois, ça nous révèle un peu. Oui, beaucoup. Oui, tout ce que vous avez dit à Ambre, vraiment, je le ressens complètement. Oui, c'est pas. On voit toujours le versant négatif de la solitude. Évidemment, ça peut être quelque chose de terrible si la solitude se conjugue à l'isolement. Voilà. Mais il peut y avoir une solitude qui est remplie, qui est où on peut vivre seul, mais en étant entouré. Absolument, c'est exactement ce qui se passe. C'est apparemment c'est ce qui est votre vie. Des enfants. Oui. J'ai les mêmes amis depuis les études supérieures, c'est-à-dire étant donné que j'ai 68 ans, vous voyez, j'ai les mêmes amis depuis 40 ans qui m'entourent énormément, mais qui ne pèsent pas. Qui ont compris que j'étais plutôt une solitaire, enfin, pas une sauvage, hein, mais j'aime bien la solitude, ça ne me dérange pas, je vais au cinéma seule, j'ai toujours été au cinéma seule, même mariée, comme j'avais plus de temps, j'allais voir les films, puis s'ils étaient bien, je retournais les voir avec mon mari. Mais la solitude, c'est pas un poids, enfin, je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit très dur, mais pas pour moi. Et je ne sais pas du tout pourquoi. Donc finalement, quand vous êtes à l'écoute, vous dites au fond, pour revenir à l'objet de votre appel, qui fait qu'il n'y aurait pas eu ce mail de Celsius en se disant, c'est pour ça que j'avais envie de vous le lire, parce que c'est intéressant de dire, il se demandait au fond lui-même pourquoi il écoutait l'émission alors qu'il ne se sentait pas concerné par les témoignages. Très sincèrement, il n'y aurait pas eu ce mail, je ne vous aurais jamais appelé. Oui, mais alors c'est très intéressant et je remercie Celsius parce que je reçois beaucoup de messages, que ça soit par mail et je vais en lire le plus possible ou par SMS de personnes dans ce sens de personnes que je n'ai pas habituellement l'habitude de lire et qui ce soir-là mais je précise qu'on est en direct sinon on va dire encore c'est 23h43 le 19 aujourd'hui m'écrivent pour me dire pourquoi elles écoutent et qui sinon ne l'auraient pas fait. Je vois par exemple Martine me
dit j'écoute parce que j'ai pas de problème personnellement, mais j'ai dans ma famille et dans mes amis des personnes qui vivent des difficultés voisines de celles des auditeurs, et vous écouter me permet de mieux les comprendre et de les aider dans la mesure de mes petits moyens, en sachant surtout comment mieux les écouter. Il y a Romain qui me dit j'ai commencé à écouter votre émission en septembre 2000. J'avais alors 18 ans, je vous écoutais dans ma chambre d'étudiant, en travaillant jusqu'à 2-3 heures du matin. Entre-temps, j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé, je me suis mariée, j'ai divorcé, je suis retombée amoureux. C'est marrant, hein, c'est tout un parcours de vie. Ah oui, on l'a accompagné, Romain. C'est qu'apparemment, vous nous accompagnez depuis plus de 10 ans. Vous ne nous connaissez pas, nous, on vous entend et on aime beaucoup. Et puis j'avoue très franchement que même quand je pars en déplacement ou en voyage, j'emporte ma radio. Ouais. Mais jamais je ne vous aurais appelé s'il n'y avait pas eu ce mail. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que je me suis dit tiens, en lisant le mail de Celsius, je me suis dit peut-être, j'espérais, je vous cache pas, avoir des réactions comme la vôtre, Daniel, et comme celle que je reçois. Je me dis tous ceux, parce que j'entends autour de moi quand même des personnes me dire, ou dans des courriers parfois, ou autour des personnes que je rencontre parfois à l'extérieur, me dire moi j'oserais jamais vous appeler, mais je vous écoute. Ah oui, et je me dis j'aimerais bien un jour. C'est même pas une question d'oser ou de ne pas oser. C'est que je n'en ressens pas du tout ni l'envie ni le besoin. En revanche, j'ai très envie de vous écouter. Et malgré tout, je pense que quelque part ça m'aide effectivement à m'analyser mieux, où il y a toujours un cas dans tous ceux qui vous téléphonent et qui sont toujours très touchants. Enfin, ils sont. Et moi, j'ai découvert j'imaginais pas qu'il y avait des gens comme ça. J'écoute mes amis qui me racontent leur misère. Ça, j'avoue que je les écoute beaucoup, mais j'entends des choses terribles chez vous. Et je me dis tout le temps, finalement. Moi, j'appelle pas, j'ai de la chance, quoi. Tout va bien. En fait, tout ne va pas si bien que ça, mais ça va tellement mieux que d'autres. Oui, mais ça doit pas empêcher d'appeler, parce qu'il n'y a pas on va pas faire de hiérarchie. Vous voyez, dans la difficulté, on peut aussi appeler, et puis on peut appeler aussi pour des choses plus légères. Je dis parfois, si vous avez aimé, par exemple, vous aimez sortir certains films. Certains films ou une exposition. Que j'ai adoré il y a quelques mois et dont on n'a pas énormément parlé. Si, il a eu un prix, je crois. C'est Mademoiselle Chambon. Que j'ai trouvé. Ah oui, avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin et Horatica. Oui. Et j'ai trouvé ce film absolument magnifique. J'en ai parlé, on a beaucoup parlé autour de moi. Oui. J'aurais pu vous appeler pour vous dire que j'avais aimé. Oui, vous auriez pu. Oui, mais j'ai beaucoup d'amis à qui je le fais. C'est si vous voulez. Oui, mais vous voyez, c'est aussi 2 heures que l'on passe ensemble chaque soir, d'échange, de partage. Et parfois, quand il y a des moments où il y a quelque chose que vous avez aimé, comme ça, un film, un livre, dans les courriers que je reçois, parfois dans les mails, il y a des personnes qui me disent ça m'a fait du bien quand il y a quelque chose d'un peu positif. On a parlé d'un livre ou d'un film, me dire tiens, ça m'a donné envie de le voir. Ou c'est aussi une respiration par moment. Donc il faut pas hésiter à le faire. Absolument, non, mais je recommencerai peut-être alors. Mais avec plaisir. Tiens, il y a quelqu'un qui me dit, une fois qu'on a écouté, on peut plus s'en passer, c'est notre petite tisane avant de se coucher. Ah, ça peut presque être ça, mais c'est mieux. Et effectivement, Ambre a une très très jolie voix. Elle a une belle voix. Ah oui, elle a une voix magnifique, et puis très jeune surtout. Oui, ça c'est vrai. Elle était stupéfaite quand elle a dit son âge. Oui, c'est vrai. Elle a une voix très très jeune et charmante. Alors il y a Anouchka qui me dit pourquoi on vous écoute. Pour ma part, c'est pour finir ma journée en entendant votre rire ou votre voix, pour connaître un peu les autres, savoir comment chacun réagit, savoir qu'il existe des situations difficiles ou bien plus heureuses, que chaque être est différent. Je me rends compte qu'on ne peut pas vivre seul, ou en tout cas que les autres nous enrichissent. Et voilà, Nouchka nous dit ça. J'ai des messages là qui arrivent aussi.
Catherine qui dit: je me sens moi concernée souvent, mais je n'ose pas vous appeler, bien que je vous écoute tous les soirs. Alors comment vous encouragez à appeler? C'est peut-être c'est le premier pas qui coûte, oui, parce que après finalement moi je suis là. Quand on réagit à un témoignage, c'est plus facile, j'ai envie de dire, que de se lancer pour parler de soi. On a l'impression qu'on est seul avec vous. Enfin, c'est. Oui, c'est ça. C'est un peu l'attente avant de passer à l'antenne qui est un peu angoissante. Non. Même pas. Bon, non, mais alors voilà. Mais je dois dire que je me laisse assez peu facilement. Impressionnée. Voilà, on va dire ça. Mais c'est très bien. Alors non, mais c'est vrai qu'une fois que vous êtes, c'est comme vous êtes chez vous au téléphone et Absolument. vous parlez avec moi en fait. Et puis il faut quand même, je ne sais pas si vous en êtes probablement consciente, mais il faut que vous sachiez que il doit y avoir 1/1000 de ceux qui vous écoutent qui appellent. Oui. Donc vous vous rendez compte le nombre de personnes qui n'appellent pas et qui écoutent tous les soirs. Et oui, mais en même temps, cette émission, pour qu'elle vive, il faut qu'il y ait des appels, parce que sinon, parfois, je me fais disputer. Je reçois des messages en disant oui, c'est pas assez varié au niveau des thèmes et tout ça. Bah oui, mais parce que les thèmes, du coup, s'il y a un témoignage, après on a plein d'appels, mais c'est que des réactions à ce témoignage. Absolument. Et on n'a pas d'autres thèmes. Et je dis souvent, les thèmes, c'est vous qui les définissez. Donc, vous voyez, on est tributaire vraiment des appels. Ah oui, donc c'est un peu parfois double tranchant. Soirée, ça devient un engrenage quand et quelqu'un... oui. Absolument. Alors il y a Fatia, elle me dit: je vous écoute pour mieux supporter les aléas de la vie, et je me dis que si un jour je ne vais pas bien, je vous appellerai. Ah oui, c'est amusant d'avoir cette petite lampe là au loin où on se dit si un jour ça ne va pas, j'appellerai. Et puis il y a Sarah qui dit j'aimerais moi aussi parler avec vous et les auditeurs de la maladie grave de mon mari, de mon épuisement, mais ma pudeur et ma gêne me bloquent. Oui. Et oui, c'est compliqué encore de parler à la radio, mais comment dire, il y a c'est un échange. Je sais que pour ceux qui ont surmonté cette pudeur, souvent, enfin, il y a eu un retour. Beaucoup m'ont dit que il y a eu quelque chose qui les avait réconfortés d'avoir pu échanger avec d'autres. Si quelqu'un a un peu envie d'appeler, il ne doit pas se laisser retenir par de la pudeur ou par quelque chose. Mais il y a Marie qui me dit que le passage à la radio est un frein, la pudeur aussi. Ah oui ? Oui. C'est pas on ne sait pas qui parle, on ne vous voit pas. Vous êtes seul chez vous avec une amie en ligne, c'est la même chose. Faut pas qu'il y ait de frein quand on a quelque chose à dire, à mon avis. Alors, il y a Christophe qui dit: moi, je me retrouve un peu dans chaque histoire, l'enfance, l'amour, et c'est vrai qu'il dit ça le réconforte. On va accueillir également Bertrand. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, moi je suis dans le même cas que tout le monde, j'écoute, et puis là je viens de coucher mes enfants et je me suis retrouvé seul. J'ai dit tiens, mais en fait, vous savez pourquoi j'écoute? Et en fait, voilà. C'est une analyse, on dit toute ma journée j'ai eu des problèmes, et puis là je vais écouter un peu ce qui se passe, ça permet d'être un accélérateur d'expérience, parce que tous les cas qu'on écoute tous les soirs, que ce soit des relations entre les parents et les enfants, des relations amoureuses, qui marchent pas bien, on se dit pourquoi un jour ça peut m'arriver, et je piocherai dans toutes les expériences des autres pour voir comment moi je peux m'en sortir. Oui, il y a un peu ça aussi, c'est vrai. Oui, c'est ça. Dans ces expériences, au fond, vous prenez un peu de chacune pour apprendre, peut-être pour avancer. On arrive. Enfin, moi, j'ai 40 ans. J'arrive à un âge où, à 30 ans, on marie ses copains. À 40 ans, on les aide à se séparer. Oui, ça. Et donc, la maison est un refuge, et les gens viennent, ils parlent, et puis on dit tiens, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça quelque part. Alors, on essaye d'être un peu plus zen et d'être je pense que ça nous apprend à être une plus grosse éponge aussi. Oui, puis à les aider un peu aussi. On répercute un peu ce qu'on entend malgré tout. Moi, mes 2 enfants ont divorcé. Ça m'a beaucoup aidé finalement. Exactement. Et puis, ce qui me faisait rire, c'était que la relation disait oui, je suis avec une amie, je discute au téléphone. Et c'est vrai que moi, en tant qu'homme, je passe très peu de temps au téléphone avec les gens. Je suis assez directif. Enfin, c'est directif, c'est-à-dire que je vais à l'essentiel, voilà, ça va. Et j'ai du mal à discuter au téléphone, alors que en relationnel,
en face à face, ça va beaucoup mieux. Au contraire, je passerai beaucoup plus de temps avec les gens. Mhm. Et là, ce mail m'a décidé à vous appeler. Je pensais pareil, je vous aurais jamais appelé. Oui, mais c'est ça qui est formidable. Moi, je me réjouis parce que finalement, je lis beaucoup de messages et je suis désolée, je vais pas pouvoir tous les lire, mais je découvre plein enfin, j'allais dire de nouveaux auditeurs, mais non, en fait, des personnes qui ne se manifestent pas habituellement, voilà, et qui, en fait, vous êtes à l'écoute. Et c'est agréable. Par exemple, j'ai Pierre qui me dit, je vous écoute depuis 2003, tous les jours. Je n'ai réagi qu'une fois dans l'émission il y a quelques jours. Depuis que je vous écoute, je n'ai aucun problème particulier dans ma vie. Je suis heureux. Et pourtant, vous écouter m'a apporté beaucoup. La résonance en moi de beaucoup d'histoires, ce que vous dites, Bertrand. La chaleur d'un contact entre deux personnes. Et pourtant, derrière mon bonheur, il y avait certainement des peurs, des craintes, des interrogations. Moi qui étais à l'âge où l'on se construit, je dirais que l'on se découvre aussi à travers les histoires des autres. Et puis il y a quelques mois, j'ai connu la souffrance, une peine de cœur, quoi de plus banal. En vous écoutant, j'ai cherché dans les histoires des autres un écho à la mienne. Pourquoi je ne vous ai pas appelé ? Peut-être parce que le besoin pour moi n'est pas assez fort, même si j'en ai eu envie plusieurs fois. Mais je pense que nous ne sommes pas égaux face à la souffrance, que certains sont mieux armés, comprennent plus vite que ce qui ne nous tue pas nous rendra plus forts, d'autres, moins forts, ont besoin de plus de temps et d'aide. Je n'ai jamais voulu prendre leur place à l'antenne. Voilà, je ne sais pas si cela vous éclairera un peu, mais c'est ce que j'ai ressenti et ressens encore, nous dit Pierre. Mais il écrit très bien. En plus. Il écrit bien, hein ? Oui. Mais c'est tout à fait ça, en fait. Ça nous par aide. contre, je reviens sur l'histoire de l'engrenage de certaines émissions. Il est vrai que un thème un peu problématique, un peu triste en engendre d'autres. Oui. Et des fois, une petite communication positive peut faire du bien à tout le monde. Oui, c'est pour ça. Et oui, et c'est là où parfois, du coup, vous n'osez pas appeler en disant non, peut-être que je ressens de dire mais non, je veux pas prendre la place, alors que justement, si nous on se dit, on n'hésiterait pas à vous passer, même si vous avez vu un film agréable, un film divertissant, une pièce de théâtre, même une expo, même quelque chose, une histoire plus légère, plus souriante, parce que je vous assure que ça ferait une parenthèse agréable et aussi pour celles et ceux qui nous écoutent. Parce que c'est promis maintenant. C'est pendant 2 heures, on peut pas. C'est lourd aussi. Et c'est lourd pour vous, Caroline aussi. Non, mais moi je parle pas pour moi parce que moi c'est mon métier, hein, donc 2 heures, je peux peux faire face. Vous savez, quand j'étais dans les consultations à l'hôpital ou auprès de, c'était autre chose. Ouais. Mais je pense surtout à ça peut être un peu lourd et parfois redondant. Et ce qui est bien, moi ce que j'aime bien dans l'émission, c'est quand c'est varié aussi, surtout. Vous voyez, parfois. Non, mais Celsius est le détonateur d'une nouvelle. Une nouvelle commence. Une nouvelle ère va commencer. Merci Celsius. Mais c'est pour ça que je voulais vous le lire. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit, mais au fond, pourquoi c'est Laurent qui dit, mais s'il n'était pas aussi concerné, pourquoi il aurait écrit, finalement. Et puis il y a le subversif qui dit, mais au fond, s'il écoute, c'est parce qu'à cette heure-ci, il recharge ses batteries, certainement, d'une certaine façon. Bah oui, je pense qu'il doit peut-être recharger ses batteries. Mais peut-être qu'il va nous appeler un jour, et puis en parler directement. En tout cas, moi j'ai été ravie. Ça nous a permis de parler un peu ensemble. Et puis j'espère, ma chère Danielle, que je sais pas si vous allez au cinéma une autre fois, ou si vous avez envie de réagir, un témoignage, ou vous Bertrand quand vous aurez couché les enfants. Je me prépare à aller voir Les Petits Mouchoirs. Ah moi aussi j'ai très envie de le voir. Donc. Ah oui, j'ai très envie. Ce film sur l'amitié, ça donne vraiment envie de le voir. Très envie. Donc écoutez, vous me rappelez puis on en parle. Absolument. D'accord. Vous ne direz pas la fin, mais jamais quand même, mais parce que on en parlera ensemble. Caroline. Je vous embrasse. Moi aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. La deuxième heure de cette libre antenne. Nous sommes en direct, bien entendu, sur Europe 1, avec vos témoignages au 39 21, toutes vos réactions au 7 21 21. Vous commencez votre message en indiquant d'abord le mot nuit,
puis votre message, et donc vous l'envoyez au 7 21 21. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr. Alors j'ai lu en démarrant cette émission un courriel de Celsius qui s'interrogeait, se demandait finalement pourquoi il écoutait alors qu'il était heureux dans sa vie et qu'il se sentait pas particulièrement, enfin, il ne disait jamais concerné par les témoignages. Ça vous a fait réagir, vous êtes très nombreux à avoir réagi, même à avoir appelé. On a eu Daniel, Pierre qui nous ont téléphoné, c'était la première fois. Qui nous appelaient pour nous parler, pour nous dire pourquoi ils écoutaient. Des mails encore qui arrivent. Tinou qui dit: moi je vous écoute depuis longtemps car j'aime tous les auditeurs de la nuit, c'est un peu ma famille. Le Trublion, Sergio, Sa Majesté Georges, le Subversif, Petite Plume, le Patrouilleur et d'autres encore. Quand j'ai eu des difficultés, vous m'avez tous aidé. J'ai besoin de ce soutien. Je me sens rassurée de vous entendre. Il y a Chantal qui dit: je vous écoute car j'ai traversé des choses lourdes dans ma vie et ça m'apaise de savoir qu'il n'y a pas que moi. Quelqu'un me dit on aimerait avoir des nouvelles de personnes qui nous ont énormément touchés. Il y a Petite Plume qui dit en 10 ans, même si l'on n'est pas toujours en accord avec ce qui se dit, c'est devenu un repère, une petite famille, je dirais tisser du lien, simplement. Il y a Marie qui dit: je voudrais simplement citer Camus, je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et puis il y a Tom qui dit: je vous écoute pour me rappeler chaque soir que je ne suis pas seule au monde, pas seule à souffrir parfois, pas seule à compatir aussi. Un message qui me dit: ma fille est finaliste au concours de piano Chopin à Varsovie et je vous écoute tous les soirs parce que ça m'aide à comprendre nos jeunes. Il y a le Trublion justement qui dit: il y a des animaux qui aimeraient bien appeler mais Moumoune fait la sieste et son papa est aphone ce soir. Bon rétablissement alors. Et puis justement un message, quelqu'un qui me dit: les gens vous écoutent pour se satisfaire du malheur des autres et je ne trouve pas ça bien. Voilà ce qu'on appelle de la projection. Il y a également qu'est-ce que j'ai d'autres. Il y a Eridan qui me dit j'ai beaucoup appris au travers des témoignages, au travers des auditeurs qui ont eu le courage d'appeler sur cette libre antenne et je voudrais les en remercier. J'écoute votre émission parce que je me retrouve dans cette poésie de la vie en compagnie des auditeurs. Je suis fière d'en faire partie. Je me retrouve toujours un peu dans tous ces témoignages, dit Eridan. On va accueillir maintenant c'est Diane. Bonsoir Diane et merci de votre patience. Je crois que ça fait un moment que vous êtes... Oui. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Moi je voulais vous parler de comme j'ai dit dans le mail, de la maladie d'Alzheimer débutante de ma mère. Et avec mon frère et moi, on ne sait pas quoi faire parce que on s'est aperçu qu'elle a pris 1 mois de traitement sur 6. Alors je ne sais pas si elle est dans le déni ou elle veut pas se soigner, je sais pas. Quel âge a votre maman? Bon, on a fêté son anniversaire le 10 octobre, elle a 75 ans. 75 ans, d'accord. Ce traitement lui a été prescrit donc par son médecin. C'est un médecin traitant, un médecin spécialiste. Elle a été faire des tests de mémoire dans un hosto. Et puis après, elle a vu son généraliste. Donc c'est lui le médecin prescripteur. Ouais, c'est elle, oui. D'accord. Elle n'est pas suivie dans un service spécialisé? Non. C'est là où ils ont diagnostiqué la maladie d'Alzheimer? C'est au test de mémoire, et puis elle a fait un IRM aussi. Donc c'est tout ce que je sais, quoi, de ce qu'elle m'a dit. Parce que moi, c'est elle qui vous en a parlé? Non, mais moi je lui avais demandé pour ces tests de mémoire de m'appeler pour savoir si tout allait bien ou pas, quoi. Elle m'a appelé et tout ça. Et bon, j'ai l'impression qu'elle m'a trahi, qu'elle me dit pas la vérité, ou je sais pas, quoi. Moi je lui fais confiance.
Oui, mais alors, attendez, tout dépend où elle en est par rapport au stade de la maladie, parce que c'est peut-être un peu compliqué aussi à gérer par rapport à elle. Déjà, elle parle, elle, de maladie d'Alzheimer. Elle admet, elle le reconnaît, elle l'intègre. Non, elle l'intègre pas. Et oui, c'est ça. C'est ça la difficulté. Si elle ne l'intègre pas, si finalement elle... parce que c'est souvent la grande difficulté par rapport à cette maladie, c'est que selon l'avancée de la maladie, et quand bien même si elle est diagnostiquée précocement, souvent il peut y avoir un refus. Pourtant, elle a fait ça au mois de mai, 2010, c'est pas... Oui, mais tout dépend où elle en est dans sa maladie, Diane. Donc c'est pas forcément de la mauvaise volonté de la part de votre mère. Peut-être qu'elle ne comprend pas l'utilité de ce traitement. Moi, je lui ai dit de le faire comme ça, mon père lui foutrait la paix, C'était pour se débarrasser, Mais pourquoi votre père l'ennuie ? Qu'est-ce qui se passe entre eux ? Ah oui, il n'arrête pas de l'embêter tout le temps, de la harceler. Moi, j'ai l'impression que c'est depuis qu'elle a... Moi, j'ai l'impression que c'est depuis qu'il l'a fait arrêter de rester un an. Elle faisait le juge de proximité à Pontoise. Elle a arrêté un an avant. Elle a démissionné Elle a été adjointe au maire dans un village. Ah oui, elle était très impliquée. Oui, elle avait une vie extrêmement active. Et en plus... j'ai l'impression que c'est lui, c'est de sa faute, Et il a un peu forcé la main pour qu'elle arrête, Bon. Qu'elle arrête quoi ? D'être juge de proximité d'abord, parce qu'il lui reprochait qu'elle était tout le temps devant son ordinateur pour faire ses dossiers, etc. Oui. Donc... oui, ouais. Mais en même temps, Diane... J'ai l'impression que c'est de sa faute, que c'est provoqué par lui, mais bon. De quoi, la maladie ? Oui. Ah, vous savez, quand même, cette maladie ça ne peut pas, c'est pas une maladie psychologique, hein. La maladie d'Alzheimer, hein. Ouais. C'est pas une maladie psychosomatique, hein. Non, voilà, je sais bien. Même si vous voulez, il y avait un climat et que vous en voulez à votre père, la façon dont il traitait votre mère, et ça c'est une chose, mais il n'est pas responsable de l'Alzheimer de votre mère. Ouais, pour moi si. Vous lui en voulez à votre père, mais c'est pas lui qui est à l'origine de la maladie. Ouais. Il faudrait que vous vous renseigniez sur cette maladie pour mieux la comprendre et du coup pouvoir mieux peut-être aider et mieux comprendre aussi votre mère. Mais avec mon frère et moi, on pensait de l'amener dans un terrain extérieur que la maison, au restaurant, avec elle et moi, et mon frère, Et de lui parler de ça, mais sans la braquer, en lui disant de continuer le traitement, pourquoi elle a arrêté au bout d'un mois, parce qu'elle a pris qu'un mois, donc... Peut-être que, je sais pas, elle trouvait qu'il y avait des effets secondaires, peut-être qu'au fond, elle ne supporte pas le diagnostic aussi. Peut-être que c'est insupportable pour elle. Si votre mère était une femme... jusque-là très active et extrêmement engagée dans la vie politique de sa commune, dans la vie associative. Donc ce diagnostic est très angoissant. Alors peut-être là aussi mais là le médecin aurait un rôle à jouer en expliquant que le traitement pourrait permettre de retarder la dégradation, si vous voulez. Il utilisera un autre terme, mais les effets négatifs. Oui, justement, il nous envoyait à quoi ça servait les médicaments. Oui. Donc, je vois que ça retarde, justement. Bien sûr, oui. Et alors, je comprends pas pourquoi... Mais comment lui faire comprendre et comment lui... On peut pas être toujours sur son dos pour la surveiller. Parce que je pense qu'il y a des phases,
Diane, et que, comme le dit Brigitte, là, qui envoie un petit message, elle dit, il faut parfois du temps pour intégrer des nouvelles très angoissantes, et que peut-être pour le moment, elle est pas en mesure d'accepter ça. Ouais, mais j'ai eu ma grand-mère aussi qui a eu ça. Bon. Votre grand-mère maternelle? Oui. Oui, donc vous aussi, pour vous aussi, c'est très dur tout ça. Oui, je l'ai vécu surtout ça avec ma grand-mère. Jusqu'au bout, quoi. Donc je sais ce que c'est. Bon, elle n'est pas du stade où elle ne me reconnaît pas comme faisait ma grand-mère, mais bon. Oui, puis entre-temps, il y a quand même aussi votre grand-mère n'a pas forcément bénéficié des mêmes traitements. On lui a découvert à quel âge votre grand-mère? Assez tard. Hein. Assez tard. Ouais. Mais je trouve que ça serait quand même mieux pour votre mère si elle pouvait être suivie dans un service de gériatrie, enfin plus spécialisé que par le médecin traitant. Non, vous ne pensez pas? Je sais pas, pour moi, c'est égal à un mouroir, genre de truc. Ah non, pas du tout. Non, je comprends parce que vous voyez ça avec, il y a les images, il y a le vécu avec votre grand-mère. C'est vrai, ouais. Mais déjà, la génération de votre mère, c'est différent. Il y a quand même aujourd'hui une prise en compte des personnes atteintes de la maladie Alzheimer qui est totalement différente et où on sait que l'entourage joue un rôle aussi très important. Et où le fait, dans l'entourage, dans le fait par sa présence affective, joue aussi dans la stimulation des capacités aussi intellectuelles, par sa présence affective et émotionnelle. Je comprends pas bien ce que vous voulez dire, par contre. Eh bien, c'est-à-dire que, si vous voulez, ça peut contribuer, il y a le traitement, mais aussi l'entourage en étant présent, attentif, aimant, en comprenant mieux aussi ce qu'est cette maladie, c'est-à-dire, ça veut pas dire se transformer en soignant. Vous pouvez pas, vous, être le soignant de votre mère. Mais en entourant, en comprenant, peut-être en prenant contact avec des associations telles que France Alzheimer, en allant, peut-être en rencontrant, justement, France Alzheimer, vous permettra de rencontrer et des professionnels et des personnes, peut-être en participant à des groupes de parole, de mieux comprendre ce qu'est cette maladie, de partager vos angoisses, ce que vous vivez avec des familles aussi, avec d'autres membres de la famille, d'autres personnes concernées. Ça vous permettra de mieux soutenir votre mère, de mieux l'entourer. Et ça compte. Ouais. Parce que comme dit Cathy, c'est certes une maladie, mais tout le climat autour est important. C'est-à-dire que il y a des degrés, et là, c'est vrai que pour le moment, on sent bien, il y a... Mais elle est qu'au début, là, hein, c'est pas encore dramatique. Mais d'autant plus, et c'est pour ça que vous, il y a... on voit bien, pour le moment, c'est tellement difficile pour vous, hein, ouais, de vous passer de cette image, on sent bien très partagé entre l'image de cette mère, jusque-là, mais très, très active, cette dame de 75 ans, mais très impliquée dans la vie de sa commune, très active intellectuellement. Oui, alors, vous voyez, mais en plus, une dame qui était brillante, et puis là, paf, le diagnostic qui tombe. Et là, avec ces images en arrière-plan de votre grand-mère qui était très, que vous avez vu très diminuée, très dégradée, ouais, et vous vous dites, service de gériatrie, pour vous assimiler ça à mouroir, ouais, mais ouais, dans des consultations spécialisées, maladie d'Alzheimer, donc avec des professionnels qui vont pouvoir un peu peut-être vous donner les traitements les plus en pointe, voir aussi au-delà des traitements, comment aussi entourer, comment la question que vous posez, pouvoir en parler, trouver les mots aussi. Est-ce que c'est à vous de le faire? Est-ce que c'est finalement pas plutôt au médecin d'expliquer? Parce que justement, votre mère est à même d'entendre.
À partir du moment où on va pouvoir lui expliquer, et vous n'êtes peut-être pas les mieux placés, vous et votre frère. Enfin, le médecin généraliste a dit que c'était pas une mauvaise idée de faire ça, mais... Comment ? De l'emmener d'un terrain neutre au restaurant et de lui parler de ça. On va essayer pas trop de la braquer, c'est surtout ça qu'on voudrait faire. Oui, mais bon, c'est-à-dire lui demander déjà pourquoi. Alors pourquoi pas, mais dire. Lui dire pourquoi tu prends pas tes médicaments. Si on lui dit comme ça, elle va se braquer donc. Non, mais dire est-ce que tu sens finalement, et alors par rapport au traitement, où tu en es, lui dire est-ce que ça va, tu supportes bien ton traitement? Comment vous savez qu'elle l'a arrêté? C'est parce que mon frère a vu le médecin traitant et elle n'a pas renouvelé son ordonnance, donc il a été voir quelqu'un qui connaît pour renouveler son ordonnance. Donc. Mais qui est allé voir quelqu'un pour renouveler l'ordonnance? Je comprends pas. C'est mon frère qui a été voir le médecin généraliste pour renouveler l'ordonnance. Mais oui, parce que l'ordonnance. Non, mais s'il renouvelle une ordonnance et que votre mère la prend pas, je vois pas l'intérêt. Justement, on voudrait essayer de. Non, mais mais ça va pas. Mais oui, mais ce sera pas possible de force. Elle n'en est pas là en plus. Lui faire comprendre qu'elle ira, que c'est que pour qu'elle ait son autonomie, qu'elle garde son autonomie. Oui, mais etc. Diane, justement, vous pouvez pas à la fois. Voyez la contradiction. Vous pouvez pas à la fois lui dire il faut que tu gardes ton autonomie et en même temps, Diane, écoutez-moi. Je comprends votre angoisse, mais vous pouvez pas, vous lui faites passer un message très paradoxal. Vous pouvez pas à la fois lui dire il faut que tu gardes ton autonomie et en même temps la contraindre. Oui, c'est vrai. Donc, surtout que peut-être qu'à un moment donné, et que je vous souhaite, et pour votre maman aussi, le plus tard possible, il n'y aura pas le choix. Mais elle n'en est pas là, et heureusement, on est dans les premiers stades. Donc, autant miser sur sa coopération, parce que c'est possible. Donc, bien sûr que vous pouvez être dans un moment agréable avec elle, voir l'amener au restaurant et voir un petit peu comment, déjà, avant de parler de vous braquer, vous, sur le traitement, parce que vous êtes très angoissé et parce que, évidemment, c'est légitime. Vous avez à cœur qu'elle prenne ce traitement, parce que ce traitement permet de retarder les effets de la maladie. Et ça, c'est votre demande, elle est tout à fait légitime. Peut-être dire, et pas tout de suite au cours du déjeuner ou du dîner, parler un petit peu et revenir sur comment a été déjà vécue par elle cette consultation. Parce qu'avant le traitement, il y a l'annonce et le diagnostic. Déjà, ça vous permettra de voir un petit peu où elle en est par rapport à cela. Et peut-être lui dire, écoute maman, tu crois pas que ça serait mieux et préférable que tu sois dans un service spécialisé? Parce que votre maman, vous dites, c'est quelqu'un qui, elle a été avocate. C'est quelqu'un qui s'engageait dans les activités en politique de sa commune, dans les activités associatives. Donc, miser sur cet aspect-là, c'est quelqu'un qui, donc elle peut entendre des choses et entendre que là, en l'occurrence pour sa santé, autant qu'elle soit bien suivie et bien prise en charge. Mais elle peut être effectivement dans un premier temps dans une phase où pour elle, de déni, où elle est pas prête. Et ça peut s'entendre. Mais c'est vrai que si vous orientez, à mon avis, d'emblée sur le traitement, elle peut se braquer. Plutôt essayer sur comment ça s'est passé cette consultation. Vous voyez plutôt. Ouais, je m'en veux de pas l'avoir accompagnée dans sa consultation mémoire parce que Votre père n'était pas là, mais c'est dur, c'est pas un soutien pour elle. Non. Ouais. Vous pouvez, vous savez, Diane, vous pouvez vous aussi aller dans une consultation comme ça, aller demander un rendez-vous avec peut-être le médecin justement qu'il a reçu et parler de votre désarroi, et ça vous aiderait un peu avant même de ce déjeuner ou ce dîner, peut-être à mieux appréhender les choses avec votre mère.
Oui, non, parce que je suis quelqu'un de très franche envers elle. Donc... Oui, mais attention. Parce que là, j'entends que vous avez ce côté un peu abrupt. Mais là, ça peut être un peu compliqué parce que c'est pas n'importe quel diagnostic et elle peut se fermer comme une huître. Oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui dit: mon mari a une maladie apparentée à Alzheimer. Je vais à des réunions pour les aidants tous les mois et nous sommes suivis tous les deux par un psychologue. On va accueillir Catherine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. 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 Oui, je voudrais intervenir parce que j'écoute. Excusez-moi, je me rappelle plus votre prénom. Diane, voilà. Et ben je me revois il y a quelques années, lorsque la maladie d'Alzheimer a été diagnostiquée pour mon papa un peu tardivement quand même, parce qu'il y avait beaucoup de choses que nous, dans ma famille, on mettait sur le compte de sa maladresse. Mon papa il avait un peu de main gauche. Et avec les années, maman un jour a décidé l'emmener voir un neurologue qui lui a effectivement diagnostiqué la maladie. Et donc moi personnellement, je l'ai refusé. Ça, c'était impossible. Je disais: mais non maman, tu sais bien, il est maladroit. Et elle me disait: si, je t'assure, il a cette maladie. Et c'est vrai que je l'ai refusé pendant des années. Et bon, ça se traduisait par des petites choses au début, qui nous faisaient rire même parfois. Et puis bon, entre-temps, je vais passer rapidement. Entre-temps, bon, ma maman est tombée malade, elle est décédée. Je passe tout ça, et donc mon père s'est retrouvé tout seul. Et là, il a fallu que j'intervienne grandement, parce que là, mon père était complètement perdu, et là, il a chuté vraiment. Sa maladie, c'est par palier, hein, cette maladie. Donc là, il a sauté au moins 2 ou 3 paliers, c'est clair. Et du fait, moi aussi, je suis un petit peu comme Diane, assez braque, et au début, papa faisait des choses, et j'avais tendance à rouspéter un petit peu comme un enfant. Et puis, voyant le chemin que ça prenait, j'ai eu effectivement cette initiative d'aller en réunion avec d'autres personnes qui avaient des malades dans leur famille. Auprès de qui ? Auprès de France Alzheimer ? Oui, entre autres, ou des organismes qui plus convivial, on va dire, entre simplement des personnes qui se réunissent, voilà, des personnes qui ont un malade dans leur famille, et puis on en parle. Et j'ai appris énormément de choses, parce que en fait, ces personnes, ce ne sont pas des enfants, ce sont des adultes malades. Oui, puis là, vous parlez à un stade avancé de la maladie, ce qui n'est pas le cas de la maman de Diane, aussi. Oui, mais c'est important ce que vous dites. Vous avez raison. Oui, ce ne sont pas. On peut avoir tendance à les considérer à tort comme des enfants, à les infantiliser. Or, toujours respecter leur intégrité et surtout qu'ils peuvent avoir des moments, même à un stade avancé de la maladie, avoir des moments de lucidité. Bien sûr. Donc, bien sûr. Bon. Et c'est pour ça que justement, il faut prendre des gants, quoi. Il faut prendre des gants. Oui, et particulièrement. Surtout pas les prendre, les gronder ou autres comme des enfants. Faut vraiment être très, très, comment dirais-je, très pédagogue. Voyez, faut pas. Il y a une nécessité d'avoir beaucoup de, c'est-à-dire qu'il faut pas être dans l'infantilisation et donc, comme vous dites, dans le gronder. Il y a, quand je disais un climat affectif, émotionnel, il y a nécessité d'avoir énormément de besoin de douceur auprès des personnes. La douceur, souvent dans ces. L'amour est très importante.
Oui, ça peut paraître, c'est pas mièvre du tout, hein. On sait que des personnes comme ça, parce que ça crée beaucoup d'angoisse de perdre tous ses repères. Tout à fait. Et qu'il y a nécessité d'avoir, un environnement très apaisant, très rassurant. Voilà, exactement. Et très sécurisant. Pas perdre les repères, parce que ce sont des personnes qui n'aiment pas bouger, qui n'aiment pas changer d'endroit. Et puis qui ont énormément besoin d'amour. C'est-à-dire, ils vont avoir des gestes qu'ils n'avaient pas avant particulièrement, besoin de tendresse, des caresses, des choses comme ça. Vous avez raison, parce que ce qui à un moment ne peut plus passer par la parole, peut être compensé par le toucher. Tout à fait. L'autonomie, par exemple, marche très bien avec des personnes comme ça qui peuvent être très désorientées. On va accueillir, je vous remercie Catherine pour ce témoignage. Il y a des réactions, donc je voudrais également qu'on accueille, je crois que c'est Jean-Claude qui est avec nous. Bonsoir Jean-Claude. Jean-Claude, vous êtes avec nous ? Ah, on l'entend, mais il est assez lointain, Jean-Claude. Êtes-vous là ? Jean-Claude ? Non, bon, on l'a plus. Il est là, mais il ne répond pas. Par rapport au premier témoignage. Diane ? Oui. Oui, Diane, on vous écoute. Par rapport au premier témoignage, c'est ce que fait l'erreur de mon père. Il l'infantilise, il la traite comme si elle était demeurée et tout ça. Oui, mais c'est-à-dire, avant, j'ai envie, on entend, parce qu'on sent que vous en voulez beaucoup à votre père, c'est-à-dire leur relation était difficile avant, déjà. Il était, semble-t-il, pas très tendre, enfin, ils n'avaient pas des relations... Mais, excusez-moi, Caroline, j'en reviens. Je vous ai parlé du décès de ma maman avant, mais entre-temps, c'est vrai que maman, elle, vivait mon père au quotidien, et elle était rendue à un point qu'elle ne le supportait plus. Oui. Parce que elle aussi, il y avait des choses qui se passaient. Moi, je vivais pas avec eux. Bon, elle m'en parlait, mais moi, c'était même pas concevable, quoi. Non, moi, j'ai vraiment vu la maladie quand maman est partie. Hein. Mais ce qui est compliqué, c'est quand l'autre n'est pas, le conjoint n'est pas effectivement bienveillant. Hein. Et maman me disait, mais je vais pas y arriver, quoi. Je pourrais pas parce que je supporte pas. En fait. Oui, mais là, Catherine, c'est vrai qu'on peut comprendre que pour le conjoint, il y a des moments où il craque, où ça soit très difficile. Mais là, dans ce que j'entends un peu de ce que vous dites, Diane, c'est que semble-t-il déjà, avant même, vous dites, puisque vous dites, c'est comme si, vous en voulez tellement à votre père que vous dites, vous le rendez responsable même au fond de cette maladie, comme s'il il avait tellement bousculé votre mère, était très peu respectueux vis-à-vis d'elle, tellement bon. Oui. Donc ça, je comprends aussi que ça ajoute à votre angoisse parce que vous vous dites, elle va pas être bien entourée. Oui, mais j'ai un peu la haine. Et il est pas gentil avec elle, quoi. Il va pas être tendre avec elle. Oui. Ou alors est-ce que peut-être il y a quelque chose qui à un moment va se dire, c'est-à-dire là c'est aussi à votre père qu'il faudrait parler et lui dire écoute, faut quand même que tu te rendes compte qu'elle est malade. Moi, j'ai pas des bonnes relations avec lui non plus. Est-ce que votre frère pourrait lui parler ou est-ce que le médecin pourrait lui parler? Oui, peut-être plus. Vous voyez qu'il aille voir quelqu'un extérieur, dire écoutez monsieur, voilà ce qu'il en est de votre femme et que quand elle a tel ou tel comportement, parce qu'il y a peut-être lui au quotidien, voyez des choses, s'apercevez de choses que vous ne voyez pas n'habitant plus avec eux. Et peut-être des choses que lui que ça pouvait agacer, énerver, pensant que elle faisait pas attention, elle faisait ça, en disant tu pourrais faire vous voyez, en disant tu pourrais franchement c'était assez désobligeant, hein, je vous l'accorde, mais pensant que elle était étourdie ou alors que c'était déjà oui, mais que c'était déjà des prémices de la maladie. Donc peut-être que le fait qu'il en parle médecin pourrait aussi le mettre devant la réalité et on peut espérer qu'à ce moment-là, son comportement en serait modifié. Bonsoir Marie-Thérèse. Mais est-ce que je pourrais en parler à mon frère qui est tout libre, lui? Ah, votre frère est médecin? Oui, j'ai un de mes frères qui est médecin. Et il n'est pas au courant? Je sais pas, justement, s'il en a parlé ou pas. C'est ça que je sais pas.
Il n'est plus en lien avec vos parents, votre frère ? Et lui, il est à Grenoble, il est loin. Oui, mais à un moment, ça concerne quand même ses parents. Oui. Pourquoi vous ne lui en parleriez pas ? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est quand même... de toute façon, à un moment, les choses vont finir par se savoir. Dans la mesure où il n'est plus pas en rupture de lien avec vos parents... Non, il n'est pas en rupture de lien. Oui. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le dire. Oui. Surtout s'il est médecin, il peut se mettre en contact éventuellement avec... justement, ça peut favoriser aussi... Bon, c'est compliqué, on ne soigne pas sa famille, mais non, je sais. Peut-être qu'il peut aussi avoir des... En savoir plus. Des adresses, vous mettre en relation sur certains centres, ça peut activer certaines choses aussi parfois. Mais il s'agit pas il peut pas être soignant, ça c'est évident. On ne soigne pas les personnes de sa famille. Ça, je sais, oui. Et c'est très angoissant d'avoir justement des personnes de sa famille malades quand on est médecin. Mais bon. Bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à l'autre dame dont j'ai pas retenu le prénom. Diane et Catherine. Catherine. Oui, voilà, je me permets d'intervenir et en complément parce que tout ce que vous avez dit, Caroline, est totalement juste et fort à propos. Bon, j'étais un petit peu habituée à être proche de personnes qui ont ce type de maladie et ce qui m'a la première chose effectivement, il faut pas oublier que donc cette dame vit en permanence apparemment avec son époux. Et là, je peux vous dire, effectivement, pour conforter ce qui était, vous aviez dit tout à l'heure, en aucun cas, des comportements, je dirais même de vie de couple et autres, ne vont déclencher une maladie de type Alzheimer. Ça, c'est clair que ça n'a pas de rapport avec, je dirais, un climat même conflictuel au sein d'un couple. Ah non, non. Non, ça non. Mais par contre, ce que justement disait Caroline, ce qu'on ne sait pas trop, c'est s'il y a eu déjà des signes avant-coureurs qui ont pu alerter votre papa et de ce fait peut-être même lui faire peur et le rendre plus agressif. Le fait de craindre quelque chose ou de ne pas supporter une situation qu'il ne connaissait pas, qui n'était pas habituelle dans le comportement de son épouse et qu'il ne vous en a peut-être pas parlé. C'est possible, oui, peut-être. Mais semble-t-il, Yann ne veut pas, c'est après l'intimité de la vie de ses parents. Oui, il y a quelque chose de plus profond, entre dans la relation avec ses parents, semble-t-il, ou la relation avec son père. Mais le fait d'avoir un frère médecin, c'est sûr qu'il faut absolument contacter son frère pour qu'il prenne contact et avoir un avis avec le médecin qui a suivi. Alors, vous, Marie-Thérèse, vous vous occupez de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en collaboration avec la Croix-Rouge. Maintenant, oui, depuis ma retraite, mais je travaillais déjà avant dans ce secteur. Oui. Que faites-vous avec ces personnes ? Eh bien, si vous voulez, au niveau de la Croix-Rouge, nous créons actuellement des réseaux d'aide aux aidants, c'est-à-dire de haltes répit détente pour permettre aux familles de se libérer quelques après-midi dans la semaine pour souffler. Oui. Et aussi, nous accueillons les familles pour pouvoir dialoguer avec elles et leur permettre un petit peu aussi de pouvoir dire ce qu'elles n'arrivent plus à dire dans leur couple ou dans leur famille. Un lieu d'échange et aussi un lieu d'accueil pour des personnes atteintes de maladies de type Alzheimer dans quelques après-midi par semaine par des bénévoles formés. C'est ça, oui, parce que ça nécessite quand même une formation particulière. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'en nous accueillons des petits groupes, nous accueillons une personne. Alors là aussi, ça peut être un moyen de dédramatiser par rapport à le fait de venir passer l'après-midi au niveau loisir. Je dirais ça, on peut le comparer à un club de personnes âgées pour les personnes qui viennent. Elles le ressentent comme ça. Mais nous avons une bénévole pour une personne malade. Ce qui permet de pouvoir, je dirais, par exemple, si une personne est plus énervée ou a envie de sortir, la personne l'accompagne et les autres personnes sont entourées également.
Oui, effectivement, une bénévole pour une personne malade, ça veut dire ça montre à quel point il y a une prise en charge forte, puisque même dans les crèches, on n'est pas ce nombre-là. Hein, donc je veux dire, on parlait, alors vous allez dire, pas de comparaison, justement, on n'infantilise pas les personnes, mais ça montre à quel point il y a un accompagnement, un suivi important. C'est-à-dire les personnes qui auraient peur, parfois de dire non, je reste tout le temps, j'ai peur qu'on s'en occupe mal, ou une culpabilité à laisser, à confier la personne à quelqu'un d'autre, vous pouvez dire que ce sont des bénévoles qui sont formés et que la personne sera en sécurité là. Hein, vraiment, il y a quelqu'un qui veillera sur elle et oui, il y a des activités qui sont proposées et un lien qui peut se faire et dans un environnement où finalement petit à petit la personne prend ses repères si elle vient assez régulièrement. Oui, tout à fait. Et effectivement, nous proposons des activités qui sont, je dirais, pratiquement individualisées ou des activités collectives en fonction des capacités des personnes qui sont là. Si elles peuvent le supporter. Mais alors, il n'y en a pas dans toutes les villes, hein, malheureusement. On commence à essaimer un petit peu les haltes répit parce qu'on a de la demande. Halte répit, ça s'appelle. Voilà, nous avons des demandes et ça peut être un moyen, par exemple pour le papa de cette dame, de pouvoir un peu souffler aussi et sans pour autant, ça évite, si vous voulez, c'est une étape, j'ai envie de dire, dans la dépendance qui peut aussi permettre d'allonger les paliers, comme vous disiez tout à l'heure, non seulement avec le traitement, mais une stimulation sensorielle est absolument nécessaire. Merci beaucoup Marie-Thérèse pour ce témoignage et merci de votre fidélité. Hein. Vous êtes, je sais, une fidèle de l'émission. Diane, votre histoire personnelle nous a amené à parler un petit peu plus de cette maladie parce qu'elle concerne malheureusement beaucoup de familles, beaucoup de personnes. Et comme le dit Eridan, c'est vrai que ça peut parfois détruire une famille. Donc, il vous dit pensez à vous, n'oubliez pas de vivre dans cette histoire. Quelqu'un me dit oh là là, la comparaison avec les crèches. Je voulais juste dire, vous l'aurez compris, au niveau du nombre de personnel. Hein, voyez pas de mauvaise intention. Il y a rien de. Non, je voulais dire justement qu'on pouvait être rassuré parce que c'est vrai que c'est très rare quand vous avez un aidant, un soignant, là on parle d'aidant, pour une personne. On ne le trouve que là. Voilà, c'est juste ça. Pas de mauvais esprit. Bon, j'espère que ça vous a un peu éclairé, Diane, et que je vous dis, n'hésitez pas peut-être par rapport à cette consultation de la mémoire à aller en parler, à prendre rendez-vous avec un médecin pour peut-être mieux aborder aussi l'échange avec votre maman. Ouais. Hein? Ouais. Et peut-être être un peu soutenu parce que comme le dit Cathy, c'est vrai que cette maladie révèle aussi beaucoup de nos liens familiaux. C'est compliqué de voir nos parents c'est dur, bah oui, bien sûr, diminuer. Et c'est en ça que cette maladie est très angoissante. Oui, je comprends. Déjà, au boulot, on me dit que c'est dans un sale état. Oui, parce que c'est très angoissant. Oui. C'est pour ça, peut-être, je vous dis, les groupes de parole qu'on appelle pour aidants, mais c'est pour l'entourage aussi, peuvent vous aider. Contactez peut-être l'association France Alzheimer pour trouver une aide, un soutien. Bon courage, Diane. Merci à vous, Catherine, également pour votre témoignage. De votre maman surtout. Chaque instant est important et puis de la douceur, beaucoup de douceur et d'amour. Il faut que ça passe, quoi. Il faut absolument. C'est moi qui la soutiens essentiellement à chaque fois. C'est moi qui la défends. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Elia Jordana, Calamity Jane. Et on accueille tout de suite Anthony. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que je suis marié depuis 5 ans donc avec mon épouse. Oui. Avec laquelle j'ai plus trop de comment dire, je communique plus trop avec elle. Ni non plus physiquement en fait, hein, on n'a plus trop de rapport. Il s'avère que donc il y a de ça
4-5 mois, donc j'ai rencontré quelqu'un via Internet de manière très anodine, donc c'était pas quelque chose qui était recherché. Donc via un forum de discussion, et donc j'en suis venu à l'appeler, et puis au fur et à mesure donc à l'appeler de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne, jusqu'à ce que je passe pas une journée sans l'appeler, à rester 2 heures au téléphone tous les jours, sauf le week-end, et donc du coup je me suis beaucoup attaché à cette personne. Je souffre d'une grande timidité. J'ai un côté féminin assez important. Et donc j'ai été amené à rencontrer cette personne qui est à 700 km de moi. Et c'est vrai. Donc on a couché ensemble. J'ai du mal à... Au départ, j'ai eu un peu de mal parce que physiquement, c'était pas ça. Mais bon, comme... Qu'est-ce qui n'était pas ça? Elle ne vous plaisait pas ou ça ne s'est pas bien passé? Non, elle ne me plaisait pas de prime. Enfin, voilà, j'aurais pas eu des sentiments pour cette personne. J'aurais pas pu. Enfin, je ne serais même pas. Enfin, je ne serais pas attardé. Et malgré ce, donc je reste quand même très attaché à elle. Je reste aussi quand même très attaché à mon épouse. Je suis un peu perdu. Et de plus, donc, avec mon épouse, on parle d'avoir un enfant, de partir à l'étranger. Et voilà, Oui, c'est compliqué, donc. Oui, c'est compliqué. Vous avez donc déjà un enfant, hein, c'est ça? Non, du tout. Ah, j'ai compris. Vous parlez d'avoir un enfant, j'ai compris. Malgré les problèmes qu'on a. Oui, alors, bon, il serait peut-être important de comprendre déjà, Anthony, qu'est-ce qui fait finalement que vous n'arrivez plus trop à communiquer, hein, je reprends votre expression, avec votre femme. Ni en parole, ni en gestes, ça se répercute aussi dans votre sexualité, parce qu'au fond, cette femme que vous avez rencontrée via Internet, elle a pris cette place dans votre vie parce qu'il y avait ce vide. Oui, c'est sûr. Au fond, au départ, il y avait ce besoin d'échanger. Ça a contribué aussi à m'éloigner de mon épouse. Donc, c'était pas simple non plus. Le fait de communiquer, d'avoir des sentiments pour elle. Donc, ça a contribué à m'éloigner de mon épouse. Mais voilà. Disons que c'est comme si j'avais le physique avec mon épouse et de l'autre côté, les affinités et la communication, la discussion avec cette autre femme. Les deux séparés. Et voilà. Donc du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas et j'ai du mal à prendre une décision et du coup je reste Oui, mais cette autre femme, je pense, encore une fois, elle a été là à un moment où vous aviez besoin au fond d'une écoute, où vous deviez vous sentir un peu seul, non? Oui. Et puis il y avait une déprime un peu latente. Finalement que je me rendais pas compte et qui a donc, elle vous a écouté au départ. Oui, vous aviez de mettre en lumière quoi. Finalement, quelque part, j'étais pas bien et c'était masqué par la routine, etc. Et pourquoi vous ne pourriez pas, vous n'arrivez pas à parler avec votre femme? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes un peu éloignés comme ça l'un de l'autre? La routine, j'avoue que je sais pas trop en fait.
c'est une situation qui était là depuis 2-3 ans, et finalement, je vous dis, donc en rencontrant cette personne, c'est ce qui l'a mis en lumière, en fait, et c'est ce qui m'a fait prendre conscience que ça n'allait pas, et ça n'allait pas avec mon épouse. Oui, mais la routine, elle, forcément, à un moment, Anthony, on fait, au bout de 5 ans de vie de couple, on fait moins l'amour que dans les premiers temps de la rencontre, moins souvent. Oui, moi souvent. C'est fatal, c'est comme ça. Mais là, on en est, je sais pas, une fois tous les 2 mois, donc. Non, mais d'accord, mais c'est là où il y a, d'accord, mais je vois bien, mais surtout s'il y a plus d'échanges, s'il y a plus, il y a une absence d'intimité, et en même temps, vous projetez de faire un enfant, donc ce qui veut dire que quand même, vous souhaitez. Alors, est-ce que vous avez des sentiments encore pour elle? Oui, j'ai des sentiments. Vous avez des sentiments. Cette envie de finalement de faire un enfant, mais il y a aussi avec elle. Oui, avec elle. Bon, alors ça veut dire que si vous voulez faire un enfant avec elle, construire une famille avec elle, moi je vous conseillerais quand même avant que votre couple aille mieux, hein. Parce que là, évidemment, vous pourriez très bien faire l'amour, qu'arrive un enfant, et tout d'un coup espérer le miracle, l'enfant qui va vous réunir. Non, vous allez devenir un couple de parents. Mais ça ne va pas régler vos difficultés de couple. Et vous risquez de vous sentir très seul, parce qu'effectivement, il y aura un enfant qui va occuper toute la place et vous n'aurez rien réglé sur le plan de vos difficultés de couple. Alors je pense que dans la mesure où il y a des sentiments entre vous, ça vaut la peine d'aller en parler, d'aller voir quelqu'un, l'un et l'autre, en disant... ne pas parler de cette relation sur Internet qui, à mon avis, pour vous est une forme de compensation. Donc, n'allez pas lui en parler parce que ça la ferait souffrir pour rien. Mais en revanche, allez parler de vos difficultés à un thérapeute de couple. Vraiment, ça vaut la peine, hein, avant de mettre en route ce projet de faire un enfant. Allez déjà mettre des choses au clair sur vos difficultés. Bon courage, Anthony. Au revoir. Passez une très belle nuit, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1.